Bonjour, bonjour chers journalistes. Je suis très heureux que nous ayons l'occasion de parler aujourd'hui. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je ne pense pas que vous ayez besoin de mes discours. Je pense qu'il est important et de parler franchement. Et donc vous demandez, et je réponds. Voici le format. Je vais commencer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle Agathe Atouer de l'Ouganda. C'est un plaisir de vous rencontrer. Nous vous présentons nos meilleurs vœux de la part de l'Ouganda. Je pense que je parle au nom de la majorité et de moi-même, et j'aimerais commencer par une question sur la guerre que vous avez endurée depuis 1 an et demi. Les destructions doivent être immenses. Nous en avons vu une partie là où nous étions ces 2 derniers jours. Mais j'aimerais vous entendre. Que pouvez-vous nous dire sur les effets de la guerre en Ukraine et ce que votre direction est? Comment votre direction fait face à cela en essayant l'impact que cela a eu sur votre peuple? Merci pour cette question. Tout d'abord, je suis heureux d'avoir l'occasion d'entendre de votre part que la majorité de la population, comme vous l'avez dit, la majorité des Ougandais, soutiennent l'Ukraine, soutiennent les Ukrainiens, et c'est très agréable parce que vous connaissez les narratifs de la Fédération de Russie qui répandent la désinformation selon laquelle seule l'Europe et les États-Unis soutiennent l'Ukraine dans le monde. Je pense qu'avec ce signal, ils divisent immédiatement le monde et ce n'est absolument pas juste. Comme s'il y avait d'autres personnes sur d'autres continents avec des attitudes différentes. Je pense que tous les peuples de la planète ne veulent pas la guerre. Il y a des nuances. Nous pouvons avoir des attitudes différentes à l'égard des conséquences de la guerre, des provocations, de la façon dont tout cela a commencé et de la façon dont tout cela devrait se terminer. Mais je suis sûr que nous sommes tous unis dans le fait que la guerre est un mal, la guerre est une tragédie. C'est un défi terrible avec des conséquences tragiques, absolument obscures à la fin de la guerre, et l'étendue de ses conséquences. C'est pourquoi nous avons tous la même attitude à l'égard de l'agression. Ce qui est important, c'est que la guerre se déroule malheureusement sur notre territoire. Les conséquences, c'est une bonne chose que vous soyez ici. Vous pouvez voir les conséquences, et il est très important que vous ne soyez pas seulement dans la capitale, et que vous ayez l'occasion de voir ce qui s'y passe. Ce qui se passe dans les régions qui sont proches des événements chauds, qui sont désoccupés ou qui sont très proches des villes et des villages qui ont été désoccupés. Je pense que les conséquences de la guerre peuvent être vues et analysées de manière totalement indépendante. Et les analyser si l'on est prêt à le faire. Parce que si vous avez une vision subjective et que vous ne voulez pas accepter ce qui se passe autour de vous, alors il est très difficile de changer de position et de trouver la réponse pour vous-même, qui a commencé, pourquoi et comment y mettre fin. Et si une personne est prête, et vous êtes des personnes intellectuelles, je suis sûr que vous êtes absolument capable de tirer des conclusions appropriées. Donc si une personne est prête à tirer des conclusions, elle n'a pas besoin d'être dirigée, et c'est important. C'est un choix indépendant. L'indépendance et la liberté de choix sont très importantes. C'est d'ailleurs l'un des critères pour lesquels nous nous battons, pour notre choix de vivre en Ukraine, pour notre choix d'indépendance, pour notre choix de parler, en quelle langue, avec qui vivre, où se voir, dans quelles unions, sans union, c'est notre choix indépendant. Et il est très important que personne n'ait d'influence sur ce choix. Sauf les gens de différentes nationalités, mais les gens de l'Ukraine, les citoyens de l'Ukraine, nous sommes tous unis par le fait que nous sommes tous citoyens de l'Ukraine. Nous sommes tous Ukrainiens. Je suis sûr que vos pays pensent à leur terre de la même manière, et il est très important pour nous que vous soyez ici aujourd'hui et que vous montriez ce que vous voyez sans aucune subjectivité. Mais même s'il y en a, elle est minime. La chose la plus importante, c'est l'objectivité. L'objectivité pour laquelle nous nous battons pour nos vies. Et je suis heureux que vous ayez été dans la région de Kherson, je pense, n'est-ce pas, dans la région de Kherson. Oui, cette région de notre pays était un centre d'étudiants. Je veux dire qu'elle n'est pas restée. Elle était simplement, il y avait plus d'étudiants avant la guerre, et c'est compréhensible dans la phase chaude. Il y avait plus de 25 universités là, une région très, très intéressante. J'adore. Oh, vous étiez à Kherson?
Je parle de Kharkiv, désolé. Je pense à Kharkiv parce qu'il y a eu des frappes sur Kharkiv avec des S-300. C'est pourquoi je parlais des conséquences de ces frappes. Je suis désolé, Kherson souffre non seulement des frappes des S-300, mais aussi des frappes d'artillerie qui, malheureusement, atteignent la région de Kherson depuis l'autre rive de Dnipro. Merci d'être là. Que faisons-nous? Je pense que vous pouvez voir que nous nous battons. Nous ne renforçons pas non seulement notre armée, et il est également important de ne pas vivre dans des narratifs, mais de savoir que tout ce qui est alloué à l'armée, au salaire, à son soutien, provient du budget ukrainien. Et il est très important de savoir que nos partenaires occidentaux, nos partenaires et nos amis soutiennent l'Ukraine de différentes manières, mais cela ne s'applique absolument pas au salaire de nos militaires. C'est impossible et c'est interdit. Parce que ce que nous faisons, c'est soutenir notre armée, soutenir les gens ordinaires, les employés, et simplement les gens qui travaillent dans certaines entreprises, parce qu'ils créent l'économie, ils construisent et remplissent le budget aujourd'hui. Et grâce à leur travail, grâce à leurs emplois et à leurs opportunités, grâce au fait qu'ils sont en Ukraine, nous pouvons soutenir l'armée. L'armée est notre bouclier, qui se bat exclusivement sur le territoire d'un pays indépendant. Et c'est donc un bouclier, parce qu'elle protège notre territoire souverain. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir donné l'occasion d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Zubeida Kananou. Je suis la présidente de la Guilde des rédacteurs du Kenya et également présentatrice et rédactrice en chef du Standard Media Group. Je vous salue depuis Kenya et nous sommes heureux et humbles d'être ici. Mes collègues m'appellent la dame des céréales car je suis passionnée par la question des céréales. Le Kenya fait partie des pays qui consomment des céréales d'Ukraine et de l'huile de tournesol. Quelle est la dernière mise à jour de l'accord d'initiative sur les céréales et qu'est-ce que cela signifie pour vous et pour nous, l'Afrique, étant le principal consommateur de céréales ukrainiennes? Êtes-vous déçu de la façon dont cette composition s'est déroulée? Merci beaucoup. Ce qui se passe actuellement est clair. La Russie a officiellement annoncé aujourd'hui qu'elle suspendait l'accord sur les céréales. Elle n'a de cesse de provoquer pour rompre cet accord. Par conséquent, je pense que notre décision de signer un document sur la création d'un corridor céréalier avec la Turquie et les Nations Unies, plutôt qu'avec la Fédération de Russie, était une politique très équilibrée. J'ai un accord personnel avec le président Erdogan et avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. Je leur ai dit que l'Ukraine était prête à travailler dans le triangle, mais qu'il serait impossible de travailler avec la Russie. Parce qu'elle bloquera, parce qu'elle dominera constamment notre dialogue et imposera certaines conditions pour arrêter l'accord sur les céréales, de quelque manière que ce soit. C'est pourquoi nous avons conclu 2 accords qui sont toujours en vigueur, Ukraine-Turquie-ONU, et l'autre accord est Russie-Turquie-ONU. Ainsi, lorsque la Russie déclare qu'elle arrête, elle rompt ses accords avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, et avec le président Erdogan. Pas avec nous. Nous n'avions aucun accord avec eux. Pourquoi? Parce que ce serait artificiel. Que fait la Russie? Depuis le tout début, l'initiative sur les céréales pour la Russie est simplement un format de vente à bas prix sur le marché des céréales et des produits agricoles afin de bloquer l'Ukraine et d'être le seul grand exportateur dans la région. Il est absolument clair que pour résoudre ces problèmes politiques, faire pression et gagner de l'argent pour ces entreprises, la Russie fait pression sur les pays africains, les pays asiatiques et les pays du continent européen. La même chose, la même méthodologie qu'ils ont utilisée dans le secteur de l'énergie. C'était exactement la même chose avec le gaz, avec les ressources énergétiques. C'était la même chose avec le pétrole. La Russie n'est pas différente dans ses mesures d'arrêt et de dumping des prix sur le marché. C'est juste que maintenant, les pays du continent africain le ressentent très fortement parce qu'ils n'ont pas vu ces relations gazières qui étaient partout en Ukraine, le transit des ressources énergétiques sur le continent européen. Vous ne l'avez pas ressenti avant, aujourd'hui vous le ressentez. Mais la Russie a toujours agi de cette manière. Cette pratique n'est pas nouvelle pour nous. Éliminer un concurrent, augmenter le prix des produits agricoles, parce que c'est eux qui l'imposent. Dès qu'il y a un marché ouvert, ouvert par le droit international, ouvert à la navigation, etc., vous avez immédiatement un grand volume sur le marché agricole et le prix est immédiatement plus bas. C'est compréhensible. La Russie continuera donc à agir de la sorte, quoi qu'il arrive,
Parce que c'est dans l'intérêt de son comportement agressif et de son économie. D'un point de vue très pragmatique, il est vrai qu'elle ne peut pas rivaliser en termes de qualité de produit, mais elle a trouvé un format pour vendre de manière différente, sans concurrence, en faisant pression sur les pays qui connaissent une pénurie de certains produits, le blé, l'huile, comme vous l'avez dit, ou le maïs, beaucoup de produits différents. Que va-t-il se passer maintenant? En conséquence, j'ai chargé notre ministère des Affaires étrangères, après le signal officiel de la Fédération de Russie, de préparer nos signaux officiels aux Nations Unies et à la Turquie, afin qu'ils puissent me répondre, en tant que président de l'Ukraine, qu'ils sont prêts à poursuivre notre initiative, parce que, je le souligne une fois de plus, nous avons un accord dans le triangle, et nous n'avons rien rompu pour notre part. Je ne vois donc aucun défi à relever, à l'exception d'une éventuelle menace terroriste de la part de la Russie. Nous enverrons des navires, sans violer, ni retirer aucune de nos trois parties de cette initiative. D'ailleurs, pour votre information, jusqu'à présent, bien que la Russie ait été dans ce triangle et qu'elle n'ait pas dit qu'elle le quittait, elle est en train d'aligner 30 navires. Pour être plus précis, il y en a 29 aujourd'hui. Et c'est une histoire qui dure. Des millions de tonnes ne se rendent tout simplement pas dans certains pays d'Afrique et d'Asie. C'est une histoire constante. Un couloir, pas un couloir. Dès que la Russie a la possibilité de perturber ou de bloquer quelque chose, elle le fait. C'est pourquoi il y a actuellement une file d'attente de 29 navires. Donc, mes signaux, je m'attends vraiment à ce qu'ils atteignent l'objectif. Et nous aurons une réponse officielle. Nous devons comprendre que même avant l'invasion à grande échelle, la Russie bloquait constamment la mer Noire et la mer d'Azov, violant nos eaux territoriales. Et il n'y a rien de nouveau pour nous. Ils cherchent une excuse pour faire ceci. Monsieur le Président, Pierre Akpro de Côte d'Ivoire, présentateur à la nouvelle chaîne ivoirienne, je pense qu'il est très important pour nous de demander quel est le résultat de la visite de la délégation des chefs d'État en Ukraine. Sachant que le sommet Russe-Afrique aura lieu dans 10 jours, pourquoi le soutien de l'Afrique est-il si important pour vous? Et avez-vous une vision de l'avenir de l'Ukraine et de notre continent? Et comment la mettez-vous en œuvre? Merci beaucoup. Je suis reconnaissant parce que la délégation était ici. Et pour être honnête, je pense que nous pourrions élargir ces réunions. Et je m'attendais à ce que d'autres États viennent nous voir. Et ils sont en effet en train de planifier. C'était donc le choix des États africains qui voulaient venir de l'Union africaine. Et nous nous attendons à ce que d'autres États, d'autres dirigeants viennent. Ils se rendront en Ukraine. Il est important que nous communiquions. C'est important parce qu'il est important de voir de ses propres yeux ce qui se passe ici et les conséquences de la guerre. Écouter, entendre, pas de téléphone, pas par l'intermédiaire des médias, pas par l'intermédiaire de Lavrov ou d'une autre plateforme. Lorsque les dirigeants africains reçoivent des informations sur l'Ukraine par l'intermédiaire du ministère russe des Affaires étrangères, ce n'est pas correct. Nous n'avons pas de médiation, nous n'avons pas de dialogue avec la Fédération de Russie. Nous sommes en guerre avec elle. Il est donc tout à fait erroné de percevoir les informations sur l'Ukraine par le biais de la Russie. J'aimerais que vous perceviez les informations sur l'Ukraine par vous-même, pas même par l'intermédiaire de nos fonctionnaires ou de nos missions. Si vous ne faites confiance à aucun d'entre eux, percevez-les par vous-même, par l'intermédiaire de vos journalistes. Et merci encore une fois de votre présence. C'est pour cela que c'est très important. Et bien sûr, après cela, si cette confiance grandit. Et je suis heureux d'entendre aujourd'hui que votre société a confiance dans ce qui se passe ici. Il s'agit d'une guerre absolument non provoquée, sanglante et injuste, menée par la Russie contre les citoyens de l'Ukraine. Et il est très important que nous communiquions. Plusieurs présidents et des chefs d'État étaient assis dans notre cercle et nous avons parlé de diverses choses, des conséquences de cette guerre, de ses causes, beaucoup de choses sur lesquelles je leur ai ouvert les yeux. Ils m'ont beaucoup remercié et m'ont dit « Nous avons changé d'avis sur certaines choses. Il est très important que nous nous rencontrions. » Nous n'avons pas eu assez de temps. Nous avons parlé pendant 2 ou 3 heures, ce qui est beaucoup, mais nous n'avons pas eu assez de temps et de contact. Je pense que j'ai insisté sur ce point. Je voulais vraiment avoir l'occasion de rencontrer tous les dirigeants. Pourquoi avons-nous proposé que ce soit une réunion sur le territoire de n'importe quel État, sur le continent africain, où les dirigeants peuvent venir?
parce qu'il est important que la société de vos pays nous voie, nous écoute, nous entende, et je dis bien nous entende, puisse nous poser des questions, puisse obtenir des réponses, et pas à travers n'importe quel média, pour qu'ils puissent poser des questions directement, sans être préparés, parler et analyser ce qui se passe. Puis, ils ont trouvé la force et le courage de venir en Ukraine pour voir ce qui s'y passait, pour tirer des conclusions. C'est très important. Et j'en voulais plus de leaders, et bien sûr, quelque chose a fonctionné. Je pense que nous nous sommes entendus sur de nombreuses questions. Nous sommes si loin de l'Afrique, l'Afrique est si loin de l'Ukraine dans l'espace d'information, malheureusement, dans l'espace diplomatique et malheureusement historiquement. Nous le sommes si peu. Toute la combinaison de nos liens est vue à travers le prisme. Et j'ai entendu cela de part et d'autre des dirigeants, à travers le prisme de la vie et des relations entre l'Union soviétique et les pays du continent africain. C'est très injuste car l'Union soviétique comprenait de nombreux États. L'Union soviétique n'est pas la Russie, c'était une union qui comprenait des États aujourd'hui indépendants. À l'époque, tout le monde a été poussé vers cette union, mais il y avait des gens différents, des entreprises différentes, des scientifiques différents, des étudiants différents de vos pays qui n'ont pas étudié en Union soviétique, qui ont étudié en Ukraine pendant l'Union soviétique. C'était Kiev, à Kharkiv, dans d'autres universités. C'était l'Ukraine, c'était elle. C'est juste qu'à l'époque, tout était dans la même union et il y avait des républiques. Et maintenant, nous sommes indépendants et vous ne pouvez pas dire que tout ce qui s'est passé entre l'Afrique et l'Union soviétique était entre l'Afrique et la Russie. Il s'agissait de l'Afrique et de l'Ukraine, d'États distincts, et non de l'ensemble du continent africain. Il n'est pas juste de dire cela. Chacun de vos États a sa propre indépendance, sa propre souveraineté, et nous avions des relations directes entre nos villes et entre nos peuples. La chose la plus importante est la relation entre les gens. Si elle existe, s'il y a de la confiance, alors il y a une possibilité d'avoir un avenir. Et je pense que le peuple ukrainien le mérite beaucoup, dans les relations avec tous les peuples de vos États indépendants. J'aimerais beaucoup renforcer ces relations, mais il faut que les deux parties y soient prêtes. Bonjour Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Je m'appelle Rachida Oussou, je suis journaliste béninoise. Je viens de BIP Radio. BIP Radio, une radio à Cotonou. Je suis aussi la correspondante de BBC Afrique au Bénin. Je laisse mon confrère traduit en anglais pour qu'il y ait la traduction en ukrainien. Donc, Monsieur le Président, la question de Rachida est la suivante. En ce qui concerne la guerre, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour faire des concessions afin de trouver un accord de paix? Pourquoi devions-nous renoncer à ce qui nous appartient? Je veux dire, cela ressemble à ceci. Vous avez une famille et il y a 2 enfants dans la famille. Et on vous dit, écoutez, pour que la famille survive, vous devez donner l'un de vos enfants, le donner à un agresseur, à un voleur. Est-ce que vous feriez cela? Est-ce que vous trahirez votre enfant? Et même si vous devriez risquer tout ce que vous avez, risquer votre maison et votre famille, êtes-vous prêt à faire cela? À trahir quelqu'un? C'est la même chose ici. C'est notre terre avec nos villes. Et il y a des familles là. Et chacune de ces familles a des enfants. Sommes-nous prêts à renoncer à quoi? Sommes-nous prêts à renoncer, par exemple, à Donetsk, Louhansk, dont nous avons maintenant repris une partie, c'est-à-dire la 2e partie de la région de Kherson, où nous sommes prêts à renoncer à la Crimée, à l'oublier et à dire que nous avons tout abandonné parce que nous voulons garder la capitale? Je peux vous dire honnêtement que lorsqu'ils nous ont occupés et qu'ils se sont placés autour de notre capitale, qu'ils ont fait ce cercle avec différents types d'armes, différents tirs, provenant de différentes armées, à la fois de l'armée russe et les séparatistes qu'ils ont amenés, et les terroristes comme Kadyrov, Wagner, et ainsi de suite, même à ce moment-là, nous n'avons pas abandonné notre capitale et les gens qui s'y trouvaient. Nous ne sommes pas prêts à renoncer à 10 personnes pour sauver 100 vies. Ce n'est pas juste. Il s'avère donc que ceux qui se trouvent au centre sont les plus importants, et tous les autres qui se trouvent près des frontières avec la Fédération de Russie, qui sont-ils? Ce n'est que de la chair? On ne les traite pas comme ça. On n'est pas prêt. Oui. Nous avons dû nous battre pour cela, malheureusement, car il n'y a rien de pire que la guerre. Et pour ceux qui n'en sont pas conscients, malheureusement, je n'ai rien à leur dire. Parce que soit vous comprenez ce qu'est la guerre et ses conséquences, soit vous ne comprenez tout simplement pas.
C'est pourquoi je ne veux pas transmettre mon message à qui que ce soit. Je parle simplement en tant que président qui défend la Constitution et les droits de tous les citoyens ukrainiens en vertu de la Constitution. Nous devons protéger les vies de notre peuple aussi longtemps que possible. Vous savez qu'il ne s'agit pas d'une ville, de deux villes et d'autres choses. Il a décidé de nous tuer, tous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il a décidé de tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie absolument fasciste du président Poutine, avec son idéologie, et il a décidé de tuer tout simplement. Vous, beaucoup de vos ancêtres sont passés par là. C'est une lutte pour votre droit, pour le droit d'être humain. Et nous le savons tous, vous l'avez vécu, nous le vivons aujourd'hui. Ce n'est qu'une existence d'esclave, dans le désir féodal et malade d'une personne de la Fédération de Russie. Et il peut nous offrir la vie dans cet esclavage, ou pas la vie. C'est impossible, c'est tout simplement impossible. Et lui, malheureusement, ne l'a pas compris. Il ne comprend que le pouvoir. Et il comprend que tant qu'il a telle ou telle arme, tant qu'il a une population de plusieurs millions d'habitants, qui est prête à aller se battre juste pour prendre la vie et les droits des gens, il le fera. C'est pourquoi il est si courageux. Il est très courageux quand des millions de personnes peuvent être jetées. Et quand on a des millions de personnes à sauver, on a une attitude différente vis-à-vis de la guerre. On n'est pas prêt à entamer une action militaire. Et ici, on n'avait pas le choix. Ils sont juste arrivés et sont entrés dans la maison. S'il vous plaît, il y a quelques mois, vous étiez prêt à parler avec eux, à négocier. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Avez-vous oublié qu'il est venu à Kiev et qu'il a proposé ses ultimatums? Nous avons dit que les ultimatums ne devraient pas être utilisés ici. Lorsqu'il a ordonné mon assassinat, celui de mon entourage et de ma famille, nous avons dit que cet ultimatum ne fonctionnerait pas non plus. À plusieurs reprises, il n'a pas pu nous tuer, il n'a pas pu prendre Kiev et il a affaibli l'ultimatum. Nous avons dit qu'il n'était pas nécessaire de donner un ultimatum. Les gens ont une langue, une tête, un dialogue pour parler sans balles. Qu'a-t-il fait? Tout le monde était prêt à accepter que la fin de la guerre se fasse dans le respect de notre souveraineté, mais aussi dans le cadre de la diplomatie. Ensuite, nous sommes allés à Boucha. Nous avons trouvé des fosses communes, des gens avec les mains et les pieds attachés, des morts violentes, des gens torturés, des fosses communes. Qui est prêt à parler à ce maniaque? Et puis, nous avons dit que le moment viendrait et que la guerre se terminerait de toute façon sur le plan diplomatique. Mais qui peut parler à cette personne? Pardon? Il a les mains couvertes de sang jusqu'au coude. Il s'en fout. À chaque fois que nous avons désoccupé nos territoires, étape par étape, qu'a dit la Russie? Elle a dit que nous étions prêts à discuter. En même temps, ils se sont emparés d'une centrale nucléaire et nous ont coupé l'électricité. Nous avons été privés d'électricité pendant l'hiver. Il n'y a pas eu de coupure d'électricité sur le continent depuis 100 ans. La dernière coupure a eu lieu sous Hitler, sous le fascisme. C'était sur ce continent. Ils disent « Comment peut-on comparer ?» Parce qu'il a fait la même chose qu'Hitler. Et c'est très intéressant. Si vous regardez, je pense que tout est sur Internet. Les moyens utilisés pour capturer l'Ukraine étaient les mêmes que ceux utilisés par l'Allemagne nazie. Les mêmes. Tout ce qu'ils ont fait, il l'a fait. Tout était identique. Mais il n'a pas pris Kiev. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, notre capitale a été occupée. L'Ukraine est tombée et a été occupée parce qu'il n'y avait pas de point qui pouvait se lever. Et maintenant, nous avons survécu et nous avons commencé à désoccuper tout le pays. Ce n'est pas une coïncidence. Dans chaque ville que nous avons désoccupée, dans chaque village suivant, il y avait des fosses communes d'Ukrainiens torturés. Des fosses communes dans chaque village, sans exception. Et à chaque étape, vous disiez « Comment pouvons-nous communiquer avec lui ?» Et le nombre de partenaires qui voulaient que nous communiquions diminuait de plus en plus à chaque étape. Parce que de moins en moins de gens croyaient qu'il était le président. Et de plus en plus de gens se rendaient compte qu'il n'était qu'un sadique. En ce qui concerne l'initiative de paix, l'initiative sur les céréales, où sont les troupes dans ce couloir? Où sont les tirs? Les céréales arrivent-elles en Ukraine? Non, elles ne le sont pas. Est-ce que cela affecte le fait que les Ukrainiens seront nourris? Non. Cela détermine-t-il si certains de vos pays souffriront de la faim? Oui. Pourquoi bloque-t-il? C'est un fasciste.
Monsieur le Président, Moodley Makoya du journal City Press en Afrique du Sud, depuis la semaine dernière, depuis septembre, depuis le sommet de l'OTAN, il y a eu beaucoup d'interprétations contradictoires sur ce qui a été réalisé ou non. Vos attentes en tant que pays, en tant que vous-même, en tant que gouvernement. Certains disent que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, mais vous êtes revenu en disant que vous aviez trouvé la voie vers l'adhésion, Et c'est un fait que le mot invitation a été utilisé pour la première fois. Et premièrement, qu'est-ce qui doit être fait d'ici au prochain sommet aux États-Unis pour que vous puissiez accélérer votre invitation? Et comment faire face à la crainte réelle dans certains quartiers très puissants, d'une escalade possible de la part de la Russie et d'une escalade qui pourrait éventuellement impliquer une escalade nucléaire? Et c'est une crainte réelle dans certains quartiers. Et puis, dans le même ordre d'idées, les critiques à votre égard et à l'égard de l'Ukraine pour avoir demandé des armes à sous-munitions et pour que les États-Unis les aient effectivement fournies, ces armes à sous-munitions. Et cela est très fortement ressenti par les partisans de l'Ukraine, par les partisans de ce pays, par les défenseurs des droits de l'homme, etc., par vos partenaires et vos alliés. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est fortement ressenti. Comment cela est-il moralement soutenable selon vous? Давайте, якщо можна знати. Перше, дуже важливо розуміти, що Commençons par l'OTAN si vous le permettez. Tout d'abord, il est très important de comprendre que, malheureusement, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. L'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN lorsque la guerre a commencé en 2014, avec l'occupation du territoire. L'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN lorsque l'invasion à grande échelle a commencé, et tous ces meurtres, que je ne répéterai pas, dont je vous ai parlé, ont tous eu lieu alors que l'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN. Et toute personne qui vit en Ukraine veut vraiment être protégée, une simple protection. Ils veulent vivre. Eh bien, les gens veulent simplement vivre. Et il me semble que c'est un désir tout à fait juste. Les gens ne veulent pas mourir. Ce sont des mots banals, mais ils sont si précieux lorsque vous êtes en guerre. On comprend la valeur de ces mots. Les gens veulent vivre et survivre. Quelles sont vos chances quand vous avez un voisin qui tue? Pas avec des balles, mais avec des roquettes. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous n'avez pas de telles armes. Vous n'avez pas de nucléaire parce que vous, en tant qu'État civilisé et pacifique, y avez renoncé. Vous voulez vivre, développer votre famille, voir vos enfants et vos petits-enfants. Et malheureusement, tous les Ukrainiens n'ont pas cette possibilité à cause de la guerre. C'est pourquoi l'OTAN, nous ne sommes pas un pays membre de l'OTAN, mais il y a des pays qui en font partie et qui n'ont pas de guerre. Nous parlons de voisins, des voisins de la Fédération de Russie. Il y a des voisins membres de l'OTAN et il n'y a pas la guerre là-bas. C'est pourquoi notre société soutient ce cours à 90%. Ils veulent faire partie de l'OTAN, ils veulent vivre, c'est le choix de notre société et c'est ainsi que nous percevons les choses. Et je suis tout aussi blessé quand on me dit « on vous voit à l'OTAN ». Et même en temps de guerre, quand tout est clair, ils ne peuvent pas dire clairement si nous serons là. Si les gens qui veulent vivre ont cette chance, en posant certaines conditions, etc., ma réaction a donc été appropriée. Je ne veux pas qu'on nous échange contre quelque chose. Parce qu'une fois de plus, je souligne que nous sommes un État autosuffisant, une société indépendante, avec une opinion publique forte. Un État fort qui lutte pour sa survie, et nous pensons que le plus grand et le meilleur garant de notre sécurité est l'OTAN. Nous avions donc besoin d'un signal très clair. Je suis très heureux qu'après ma réunion avec les dirigeants, avec le président Biden, avec l'Union européenne, avec Stoltenberg, nous avons reçu un signal fort de la part de tous. Oui, l'Ukraine fera partie de l'OTAN. L'incapacité d'en faire partie est une chose différente. Les deux choses se ressemblent, mais elles sont différentes. L'Ukraine a une chance. L'Ukraine a une opportunité. La porte est ouverte à l'Ukraine. C'est de la politique? Non. Il s'agit de choses différentes. Ils ont dit maintenant que l'Ukraine ferait partie de l'OTAN. Ce sont des choses différentes. Et je suis très heureux que nous ayons reçu ce signal. Nous voulons des précisions sur l'invitation. Nous comprenons que ce n'est pas facile. Nous avons besoin d'efforts unis et d'une opinion unie, d'une opinion commune de tous les États membres de l'OTAN. Cela arrivera aussi. Nous y arriverons. J'en suis convaincu.
Nous avons besoin d'efforts différents et d'une opinion différente, d'une opinion commune de tous les membres de l'OTAN. Cela arrivera aussi, nous y arriverons, j'en suis convaincu. Serons-nous membres de l'OTAN après la guerre? Oui, nous le serons. Après la guerre. Nous ne pouvons pas entraîner d'État dans cette situation. Nous comprenons que les membres de l'OTAN ne nous accepteront pas dans l'OTAN tant qu'il y aura des hostilités sur notre territoire, tant qu'il y aura une guerre. Quant à la confiance, elle a augmenté après ce sommet. En ce qui concerne les garanties de sécurité, parallèlement à cela, alors que nous préparions le sommet de l'OTAN, nous avons discuté avec nos partenaires d'un point très important concernant le premier traité, à savoir la garantie de la sécurité de l'Ukraine, alors qu'elle est sur la voie d'une union de sécurité. C'était également très important pour nous. Le jour où j'ai participé au sommet, nous avons convenu de soutenir ce document. Il s'agit d'une décision importante. Et pour nous, aujourd'hui, c'est une victoire qui va nous mobiliser en ce qui concerne la sécurité nucléaire. La Russie utilisera toutes ses capacités pour intimider l'Ukraine et le monde entier. Et c'est la doctrine de la Fédération de Russie, car son seul désir est de ramener sous son influence une partie du continent européen et l'ensemble des anciennes républiques de l'Union soviétique, en les privant de leur identité et de leur indépendance. Ce n'est pas seulement leur discours, c'est aussi leur démarche concrète correspondante. Ils ne peuvent y parvenir que par le chantage, comme avec des armes nucléaires et la guerre, comme celle en Ukraine, et rien d'autre. J'ai donné un exemple lorsqu'ils disent « Eh bien, ce sont les Ukrainiens et l'OTAN qui sont très influents, et c'est l'UE qui fait pression. » Et les Ukrainiens étaient très proches de la Russie. Il n'y a pas de vague de migration des pays européens vers la Russie. Il n'y a pas de civilisation, de travail à coût élevé, de technologie, de médicaments qui combattent, de terribles maladies et qui sont prêts à guérir le monde entier. Il n'y a pas de Russie moderne dans laquelle on voudrait vivre. Lorsque les gens fuient le chagrin et la pauvreté, ils ne courent pas en Russie. Ce n'est pas le pays de leurs rêves. Et c'est la chose la plus importante que nous devons tous comprendre. Pourquoi la Russie est-elle différente? Pourquoi des pays comme le nôtre sont-ils attirés par l'Union européenne? Parce qu'il y a une différence, juste une différence civilisationnelle. Y a-t-il une liberté d'expression? En Russie? Non. A-t-on le droit de choisir? La Russie a un président depuis 30 ans. Non, ce n'est pas le choix de chaque nation. Mais la liberté, vous savez, le développement, on peut se développer. Les arts, la politique d'égalité des sexes, les droits, les libertés et tout ce que vous voulez. C'est plus proche de nous. Je pense que chaque personne veut être là où elle sent que cette civilisation est plus proche d'elle. Et où il fait plus chaud en hiver. Vous comprenez? Et c'est compréhensible. Et c'est notre droit. Nous nous battons pour cela. Nous ne voulons pas retourner en Union soviétique, parce que c'était pire en Union soviétique. Pire pour nous qu'aujourd'hui dans l'Ukraine indépendante. Nous ne voulons pas aller là où c'est pire. Ce sont des mots très simples et très clairs, et les désirs de chaque personne. C'est pourquoi les armes nucléaires sont la dernière goutte d'eau qu'ils peuvent utiliser pour intimider le monde entier. Encore une fois, intimider par la force, pas par la raison. Encore une fois, une pratique complètement stupide et non civilisée. On tue, on ne parle pas. Des balles, pas seulement des mots et des arguments, un dialogue normal. Concernant les armes à sous-munitions, l'Ukraine a reçu des armes à sous-munitions en 2023, après 9 ans d'hostilité contre l'Ukraine de la part de la Fédération de Russie, qui a utilisé diverses armes, des armes interdites, y compris des armes à sous-munitions. Il y a 9 ans, l'Ukraine a commencé à dire qu'elle avait besoin d'aide. La première demande était que le monde fasse pression sur la Russie et interdise l'utilisation d'armes à sous-munitions contre notre population. 9 années se sont écoulées et la Russie continue de les utiliser. N'est-ce pas un test suffisant? L'Ukraine a-t-elle le droit de se défendre? Deuxièmement, on nous a donné des armes à sous-munitions. Je suis désolé, je ne veux pas dire ce que les gens pensent de cela. Où est la preuve que l'Ukraine a utilisé des armes à sous-munitions sur le territoire de la Russie? Il n'y a pas de telle preuve. Il n'y a aucune preuve de ce genre. Oui, sur le champ de bataille, maintenant contre l'ennemi sur notre territoire, lorsqu'ils utiliseront des armes à sous-munitions contre nous,
nous utiliserons les mêmes armes contre eux. Et c'est tout à fait juste. Monsieur le Président, je m'appelle Oloran Yomi et je viens du Niger. Tout d'abord, nous nous sommes déplacés et nous avons vu le niveau de dévastation et tout le reste. Les gens reconstruisent et la reconstruction se poursuit. Et vous pouvez construire des anciennes maisons, vous pouvez construire des églises, vous pouvez construire des écoles. Ma question est la suivante. Comment allez-vous construire ou reconstruire l'esprit des gens? Je pense que personne ne connaît la réponse à votre question. Il est clair que nous reconstruirons des écoles brique par brique, et ainsi de suite. Il est clair que nous le ferons après la guerre. Je pense que nous le ferons très rapidement. Parce que nous serons motivés par le fait que nous défendons notre pays. C'est une émotion très, très positive. Mais on ne peut pas restaurer les gens. Comment peut-on les restaurer? Les personnes qui ont perdu des êtres chers ne l'oublieront pas. Les gens qui ont perdu des enfants ne le pardonneront pas. Ils ne le pardonneront jamais. Quand quelqu'un quelque part vous dit comment il faut vivre ici, ça ne se termine pas bien. On peut aider, mais il ne faut surtout pas essayer de faire changer d'avis une personne. Une personne qui a perdu des êtres chers devra vivre avec cela. Et ce sera très difficile. Des services psychologiques peuvent l'aider, mais c'est très difficile. Je crois aux médecins et je leur suis reconnaissant pour leur aide, mais je pense que le moment de la victoire est important. Notre victoire. Parce que s'il n'y a pas ce moment, le moment de la justice à la fin de la guerre, alors une personne sera dévastée et au milieu d'elle, il y aura un trou, un espace qui ne sera rempli que de haine. Parce qu'il faut vivre pour quelque chose. Et pour le bien de quoi? Oui, pour le bien de la terre. Mais quand même, si vous avez perdu un enfant, vous devez vivre pour quelque chose de grand. Vous savez, si vous n'avez pas cela, je ne crois pas que l'on puisse ramener une personne à ce qu'elle était. Honnêtement, je n'y crois pas. Alors j'ai dit que Poutine ne comprend pas complètement ce qu'est la guerre. Il ne comprend pas ce qu'il a commencé. C'est pourquoi il m'est difficile de parler des conséquences de cette guerre. Je ne veux même pas penser aux conséquences pour la Russie. Mais ils les auront tous. Parce que la guerre, vous savez, c'est chose compliquée dans les conséquences et dans le temps. Que se passera-t-il? Comment cela se passera-t-il? Votre question comporte des points de suspension. Ma réponse est donc la même. Monsieur le Président, je m'appelle Simon Allison, je viens d'Afrique du Sud et je suis rédacteur en chef du journal The Continent Newspaper. Comme vous l'avez dit, l'Afrique et l'Ukraine sont très éloignées l'une de l'autre à bien des égards. Et il y a deux histoires qui ont émergé dans cette guerre et qui ont vraiment façonné la déception de l'Ukraine dans de nombreux pays africains. J'aimerais que vous y répondiez. La première date des premiers jours, des tout premiers jours de l'invasion à grande échelle. Des images d'étudiants africains qui n'étaient pas autorisés à monter dans les trains d'évacuation, qui n'étaient pas autorisés à traverser la frontière pour se mettre à l'abri. C'était très fort et en plus, vous savez, la façon dont les réfugiés ukrainiens ont été accueillis dans les pays occidentaux et soutenus contrairement aux migrants africains et méditerranéens. Nous ne bénéficions pas du même accueil, même lorsque nous fuyions des circonstances tout aussi horribles. Le second est un argument présenté par la Russie en particulier, lorsqu'ils décrivent l'invasion comme une guerre anti-impérialiste que la Russie mène contre l'Allemagne ou l'Occident pour libérer l'Ukraine. Nous comprenons bien sûr qu'il s'agit de propagande russe, mais c'est néanmoins un argument qui trouve écho dans les pays qui ont une longue histoire de colonialisme. Pouvez-vous commenter ces deux scénarios? Il est si effrayant de diviser les gens en nations, en nationalités et en citoyenneté. Lorsque nous parlons de tragédie, de conséquences, je vais vous dire certaines choses maintenant. Elles vous paraîtront désagréables, mais elles vous sembleront probablement compréhensibles plus tard. Le chaos, la guerre, un grand nombre d'étudiants, pas seulement africains, différents citoyens, différents étudiants, d'Afrique, de Chine, d'Inde, d'Allemagne, de Pologne. Un grand nombre d'étudiants qui ont étudié ici. Personne n'a divisé qui que ce soit en nationalité, religion, etc. Personne. La guerre ne divise personne. J'ai déjà parlé des fosses communes aujourd'hui. Si vous prenez n'importe quelle fosse, vous y trouverez aussi des étudiants africains.
C'est ce que je voulais vous dire. Et cela va vous paraître désagréable. Vous ne les avez pas trouvés, et je suis très heureux qu'ils n'aient pas été là. Mais il y aurait beaucoup d'Ukrainiens, presque tous. Et je suis heureux qu'il n'y ait pas d'étudiants d'autres pays. Et Dieu nous protège de les trouver. Même si ce n'est pas une certitude, plus tard dans ces territoires qui ont été occupés pendant longtemps, Mariupol, etc., Dieu nous préserve d'y trouver des citoyens de vos pays. Mais vous me comprendrez, je suis tout aussi désolé lorsque nous luttons. Qu'il s'agisse d'un étudiant ukrainien ou d'un étudiant africain. Ce ne sont que des garçons ou des filles, des gens qui n'ont pas connu la vie. Et c'est pourquoi ces photos qui ont été affichées et qui ont été diffusées dans les médias, je me souviens de ce moment. J'ai parlé à de nombreux présidents, d'ailleurs, de différents continents, y compris le continent africain, qui m'ont remercié parce que nous avons envoyé la plupart d'entre eux et que nous avons sauvé la plupart d'entre eux. Et quand je dis la plupart d'entre eux, c'est parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans les territoires encore occupés. Nous avons donc fait ce qui dépendait de nous. Nous l'avons fait et il n'y a pas eu de division. Si vous donnez un exemple historique qui montre que la situation était différente en Pologne, non, il y avait des files d'attente terribles. Les gens franchissaient les frontières. Nous avons tout ouvert. J'ai parlé à Douda manuellement la nuit, le matin, l'après-midi, ouvrant avec la loi et sans la loi. Il n'y a pas de loi. La seule loi est de survivre. C'est ainsi que cela s'est passé. Et c'était, croyez-moi, le même chaos. Les gens abandonnaient les voitures, les gens couraient. Et là, dans la région de Kherson et à Mariupol, les gens qui voulaient partir, c'était un cauchemar pour eux, parce qu'ils sont passés par tous ces camps, par la torture. C'est pourquoi je tiens à dire tout de suite qu'il n'y a pas eu de laisser pour compte. Nous avons sauvé tout ce que nous pouvions. Nous avions sauvé tous ceux que nous pouvions envoyer s'ils le voulaient. Nous les avons envoyés. Des cas isolés, bien sûr, mais nous devons regarder le résultat, regarder ces charniers, regarder le résultat et en tirer des conclusions, pour savoir s'il s'agissait des cas isolés ou d'un élément d'une sorte de propagande. Voilà les conclusions qu'il faut tirer. Qu'en est-il de votre deuxième aspect? Il s'agit de la guerre colonisatrice de la Russie contre l'Ukraine. Ce n'est pas différent. Les règles sont les mêmes. Les armes sont différentes. Et l'attitude envers les gens est la même. Il y a une classe de personnes et ils l'appellent les Russes. Il y a une nation et ils l'appellent la Fédération de Russie. Tout le reste, ce sont des gens qui doivent travailler pour eux. Des gens qui semblent vivre sur Terre, mais sur leur terre. Ce sont d'autres gens. Croyez-moi, je n'aime pas en parler, mais nous sommes d'une couleur différente pour eux. Nous sommes différents. Ils ne nous considèrent pas comme des égaux, comme n'importe qui. C'est leur attitude. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour le temps que vous nous avez accordé. Je m'appelle Xiao Lu, je suis actuellement professeur à l'Université de Pékin en relations internationales et également à Reconning, Ukraine, cette fois-ci. Ma question, tout d'abord, je tiens à souligner qu'il existe en Chine une base solide qui soutient l'Ukraine et qui continuera à le faire jusqu'à la fin de la guerre. Et je tiens à souligner que pour mon pays, l'expérience est différente en termes de compréhension de la guerre. En effet, on s'attend généralement à ce que la Chine joue un rôle plus actif dans la médiation de la guerre en Ukraine, mais du point de vue chinois et même pour le public, cela signifie probablement un cessez-le-feu immédiat. Mais ce message peut être offensant pour de nombreux acteurs ukrainiens qui considèrent que la solution de paix est une paix plus juste et plus durable, comme vous l'avez mentionné, sans aucune sorte de concession territoriale. Sur la base de ces différentes interprétations de la paix, quel rôle la Chine devrait-elle jouer dans le scénario futur et quelles sont les autres conditions pour que les acteurs internationaux jouent un rôle de médiateur, participent à la résolution du conflit? Merci pour votre question. Je vous remercie pour les mots de soutien que vous venez de prononcer. Il est très important que nous soyons assis ici, depuis différentes parties du monde, et que nous puissions communiquer ensemble. C'est la bonne chose à faire. Et il ne s'agit pas de guerre, mais de paix. Que peut-on attendre d'une grande puissance? La Chine est une grande puissance. Les grandes puissances peuvent déclencher des guerres,
Mais il y a une alternative. Ces puissances peuvent mettre fin aux guerres grâce à leur pouvoir. C'est un fait. Et c'est l'histoire de l'humanité. Et si la Chine devient plus active, elle peut contribuer à mettre fin à cette guerre. Elle peut avoir une très forte influence sur la Russie parce qu'elle est consommatrice de nombreux aspects de l'économie russe. Je pense donc que la Chine peut tout faire, car sa politique consiste à respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté. Nous le savons. Nous en avons parlé à Xi Jinping. Et il m'a souligné, le président chinois, qu'il respectait l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans son ensemble et notre souveraineté. La première étape consiste donc à faire pression sur la Russie pour qu'elle se retire de nos territoires, et je suis sûr que la Chine peut apporter un soutien important à cet égard. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de là que nous pourrons parler d'une plateforme diplomatique pour mettre fin à la guerre. C'est le point le plus important. Le respect du territoire des États. Et nous n'attendons pas de respect de la part de la Russie, c'est clair, mais elle peut être forcée à respecter le droit international, y compris la souveraineté d'un autre État. Et là, je pense que la Chine peut nous aider. Deuxièmement, je pense que la Chine agit déjà en coulisses. Elle envoie des signaux appropriés à la Fédération de Russie pour qu'elle n'utilise en aucun cas d'armes nucléaires et qu'elle ne prenne aucune mesure susceptible d'être associée au risque d'occupation de notre centrale nucléaire. Je pense que c'est ce que fait la Chine, et croyant que ce travail ne fera que s'intensifier de son côté. Troisièmement, les céréales qui ont été bloquées ici. Je suis sûr que les pays de l'Union africaine qui en dépendent, ou qui s'y intéressent, ainsi que la Chine, s'y intéressent également, à la fois d'un point de vue humanitaire pour le monde entier, d'un point de vue social et également pour ses propres citoyens. Je pense que nous pouvons faire pression ensemble, pour qu'aucun produit ne soit bloqué de quelque manière que ce soit, sur la côte de la mer Noire et la côte d'Azov, et ici, bien sûr, un signal important peut être envoyé par le format du sommet du Forum de la paix, que nous avons développé et qui, j'en suis sûr, sera bientôt annoncé avec des dates et des lieux précis. Il est important que la Chine soit présente. C'est important parce que c'est aussi un signal politique sérieux concernant la politique du Kremlin et l'isolement du gouvernement actuel de la Fédération de Russie. Ces mesures qui ne sont pas légitimes et agressives, nous comptons sur ce genre de choses. Ok, juste une petite précision, très brève. Vous avez dit tout à l'heure que vous attendiez un signal pour savoir si l'accord entre l'Ukraine, la Turquie et l'ONU se poursuivra. Si cela ne fonctionne pas, qu'est-ce que cela signifie ? Vous avez mentionné que 29 navires sont actuellement retenus et que le processus d'inspection prend plus de temps que d'habitude. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir s'ils ont dit que l'accord se poursuivait et ensuite que le processus d'inspection prenait autant de temps ? Tout semble être au point mort. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous devons négocier différemment. Il n'y a plus d'option. Dans le pire des cas, il y aura un gros déficit, car d'un point de vue logistique, nous pouvons livrer de plus petits volumes via les frontières terrestres. Ce sera un défi pour de nombreux pays, mais il suffit que nos partenaires, ni les Nations Unies, ni la Turquie, aient même peur que même sans la Fédération de Russie, nous devons tout faire pour que nous puissions utiliser ce corridor de la mer Noire. Nous n'avons pas peur. Nous avons été approchés par des entreprises qui possèdent des navires et qui nous ont dit qu'elles étaient prêtes si l'Ukraine lâchait prise et si la Turquie leur permettait de passer par le Bosphore. Elles toutes sont prêtes à continuer les livraisons de céréales.